heures. Il est 11h20 et c'est la deuxième partie de notre conférence sur la dépollution des moteurs thermiques, axée sur les traitements contre la pollution des organes. Donc, dans une première partie de conférence, juste avant, on a traité effectivement des causes profondes de la pollution des groupes motopropulseurs. On a bien compris que pour analyser les causes, il faut un outil de diagnostic complété par l'analyse des gaz d'échappement, donc de préférence avec un analyseur 5 gaz. Et maintenant, on s'adresse ou on adresse le sujet des traitements contre la pollution des organes avec nos intervenants. De gauche à droite en regardant la scène, on est avec Nicolas Lost de Sadaps Bardal. Bienvenue à vous. À côté de vous, Pascal Sigrist, consultant expert Mobiliance, puis Mathieu Rez, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, Rézé, de Motul. Vous êtes responsable produit France. À côté de vous, Jérôme Loubert, responsable développement Europe, Flex Fuel Énergie Développement. Et puis, Léa Morien, vous êtes directrice générale de Kenol. Voilà. Et bienvenue à vous, les exposants, parce que vous êtes tous exposants sur Equipoto, sauf Pascal Sigrist. Mais enfin, Mobiliance est exposant, disons-le clairement. Voilà. Et on vous souhaite d'avoir énormément de visiteurs et de faire beaucoup de business. C'est le premier souhait que, à titre personnel, j'ai pour vous. Alors, en France, selon les stats fournis par les 3A, qui est l'association qui traite les cartes grises, on a 97% du parc qui est thermique. Plus de 42 millions de voitures, 7 millions de véhicules utilitaires. Dans ce parc thermique, on a 50% de diesel, 41% d'essence, 6% d'hybrides non rechargeables, et le reste, c'est 3% qui sont des véhicules électrifiés, donc à batterie ou hybrides rechargeables. Ce qui veut dire que ce parc reste thermique très fortement et pour longtemps, puisque la moyenne d'âge de ce parc est de 12 ans, 11,97 ans. Alors, la dépollution, c'est évidemment, si on doit en donner une définition très rapide, c'est rendre aux groupes motopropulseurs et à tous les systèmes de dépollution qui vont avec les caractéristiques nominales de pollution ou de dépollution, effectivement, du véhicule. Alors, on va commencer tous ensemble en se disant qu'on a déjà fait l'analyse des gaz, d'accord ? On a mis un outil de diag, on a éventuellement branché un analyseur 5 gaz si on est bien équipé. Donc, les gaz d'échappement ou l'outil de diag a montré une pollution, identifié les organes, et on va se poser la question de la prévention, parce qu'avec vous, on est là pour ça, ou du curatif, donc soit préventif, soit curatif. Comment est-ce qu'on prévient d'abord l'encrassement et la pollution ? On va peut-être faire un point d'abord avec vous, Pascal Sigrist, parce que les symptômes sont d'abord à rappeler. Voilà. Alors pour la prévention ou pour même faire du curatif, il y a 3 solutions. C'est soit le traitement chimique, c'est soit le traitement à l'hydrogène, c'est une deuxième solution, soit ensuite tout simplement le démontage des organes pour le nettoyage mécanique des organes. Voilà, les 3 solutions principales qui existent, c'est ça. C'est le chimique, l'hydrogène ou le démontage et l'intervention mécanique. Alors Nicolas Lost de Sadaps Bardal, vous avez plusieurs possibilités chez vous. Oui. Le micro fonctionne, ne vous inquiétez pas, tout marche. Ok. Oui, donc chez nous, on a plusieurs solutions. Donc on a la partie, comme disait Pascal, la partie machine combinée hydrogène et chimie, qui vient traiter les différents organes, que ce soit filtre à particules, en amont sur la partie collecteur d'admission, chambre de combustion, etc. Et on a aussi la partie additif réservoir qu'on peut venir mettre en préventif ou en curatif aussi selon le type de produit, pour venir prévenir justement tous ces encrassements moteurs. Jérôme Loubert, Flex Fuel Énergie Développement. Donc, au départ, vous commercialisez des boîtiers de conversion Tout à fait. à l'éthanol. Et puis, vous avez ajouté une autre prestation depuis des années maintenant. Oui, depuis des années. Depuis 2014, notre première station de décalaminage d'hydrogène, où on a été relativement pionnier sur le marché. Et aujourd'hui, on a développé une gamme complète, que ce soit pour du VL ou même du poids lourd. Et on commercialise actuellement la machine iCarbon Connect, qui est une machine connectée de nettoyage par injection à l'hydrogène, qui permet de faire du préventif, du curatif et ce qu'on appelle du complément d'opération mécanique, puisque quand on change une pièce sale, le mieux c'est de nettoyer le moteur aussi après le changement de cette pièce. Donc c'est des prestations assez complètes dans les garages, même du complément vidange, où on est vraiment dans du très préventif régulièrement. Vous présentez tous les deux vos matériels, évidemment, sur vos stands. Oui. Voilà, c'est pareil pour Sadaps Bardal. Bon, j'ai juste voulu vous donner la possibilité d'en parler un petit peu, mais je voudrais qu'on
qu'on arrive un peu sur l'amont de tout ça, parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui, les moteurs sont très dépollués, ils sont Euro 6D full, ils produisent une autre pollution que celle des véhicules plus anciens, et il y a un rôle capital des lubrifiants qu'on met dans le moteur pour justement éviter la pollution. Les Amoriens, et puis ensuite on passera aussi la parole à Motul. Donc d'abord Kenol. Voilà. Oui, effectivement, nous, on n'est pas du tout sur le segment curatif, du coup, qui est réservé aux spécialistes. Nous, on est effectivement plutôt sur la partie préventive, où à la base, on voit qu'une mauvaise utilisation d'huile peut engendrer notamment des FAP complètement colmatés. Et effectivement, nous, ce qu'on préconise et ce qu'on pousse le plus possible, c'est les respects des préco-constructeurs, où globalement, leur boulot a été fait en préambule de s'assurer que le produit est parfaitement compatible avec les organes qui entoure le moteur. Et du coup, on le voit d'ailleurs sur une mauvaise utilisation d'une huile. En 6 mois, on peut avoir un filtre à particules qui est mort. En fait, Alors, on a toujours une petite partie de l'huile qui est brûlée. Et les additifs aujourd'hui qui sont développés sur les lubrifiants font en sorte de ne plus colmater les filtres à particules. Et c'est notamment pour ça qu'on a de plus en plus de produits, parce qu'on a des fois des moteurs communs. On a même des clients qui nous disent « mais je ne comprends pas, c'est le même moteur et puis vous nous vendez 2 huiles différentes ». Oui, parce que le post-traitement n'est pas le même. Et donc les huiles sont adaptées pas seulement au moteur, mais également aux organes de post-traitement. Aux organes de traitement. Voilà. Mathieu Rézé, chez Motul. On parle de low SAPS, de medium SAPS. Enfin, il y a vraiment des termes techniques à bien comprendre. Alors oui, il y a du low SAPS, mid SAPS et full SAPS. Ça, c'est par rapport aux cendres qu'on va rejeter, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans un moteur moderne pour essayer de faire de la pédagogie? Parce qu'on pourrait penser qu'il pollue pas. On pourrait penser qu'il pollue pas, mais c'est pas du tout vrai. Ah, ça pollue toujours, de toute façon. Il y a de la combustion, il y a des cendres, il y a tout ça. Donc nous, exactement, on fait aussi du préventif, tout comme Kenol. Quel est le rôle du lubrifiant pour vous, Motul? Le lubrifiant, c'est un peu le sang dans notre corps, hein, déjà. Donc un moteur avec un mauvais... En termes de dépollution, j'entends. En termes de dépollution. Alors, en termes de dépollution, justement, on va essayer de rejeter le moins de cendres possible. Donc ça, c'est par rapport aussi au cahier des charges du moteur, donc les normes qui sont demandées. C'est très important, donc que ça soit en auto comme en poids lourd, hein, bien sûr. Et donc nous, si on rejette le moins de cendres possible, donc là, c'est suivant les lubrifiants qui soient mid-SAPS, full-SAPS, etc. En fait, le fait de rejeter, c'est là qu'on va éviter de colmater un FAP et compagnie. D'accord. Donc il faut, on précise bien, utiliser le lubrifiant qui est, selon la norme du constructeur, le cahier des charges du constructeur. Aujourd'hui, c'est pas du marketing. Non, il faut un lubrifiant préconisé par le constructeur. Alors pas forcément la marque, mais la dénomination. Il faut respecter les normes. Les normes, ok, très bien. Qu'est-ce que c'est les SAPS et qu'est-ce que c'est low SAPS, mid SAPS, full SAPS? Alors, on va pas se lancer dans la chimie, mais c'est les niveaux de cendres sulfatées, en fait. Les cendres sulfatées, d'accord. Ok. Léa, un ajout? Oui, moins on en a et moins on va polluer. Donc c'est vrai qu'on est de toute façon orienté vers des produits low SAPS, donc low avec le moins de SAPS possible. C'est-à-dire qu'ils piègent les petites cendres, les toutes petites cendres émises par la combustion. C'est ça, et surtout, ces petites cendres font qu'elles ne vont pas, encore une fois, venir colmater les FAP. Et d'ailleurs, nous, souvent sur les huiles, on nous dit souvent que le but, c'est de lubrifier, évidemment, de faciliter le mouvement des pièces. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que l'évolution de nos normes, c'est uniquement lié aux normes Euro et à moins polluer et moins consommer de carburant. Aujourd'hui, on ne casse plus un moteur avec une huile. Ça n'existe plus, heureusement. On a des huiles fluides à froid, fluides à chaud, 0W20, etc. Absolument. Le but aujourd'hui, c'est de moins consommer de carburant. Et donc, on est sur des huiles de plus en plus fluides pour qu'il y ait moins de frottement. Ouais. Et puis, pour au contraire, moins consommer de carburant je dirais, à niveau de carburant égal. Plus on a un moteur lubrifié, bien lubrifié, si l'huile est épaisse, elle va freiner les mouvements. Et donc, forcément, il va falloir plus de carburant pour une même vitesse. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de moins polluer, de moins consommer de carburant. C'est ça qui fait les normes. C'est plus les mêmes enjeux qu'il y a 20 ans où on voulait pas casser de moteur et on s'occupait pas de la consommation. Mais il faut que ces huiles soient capables d'emprisonner, enfin d'auto-nettoyer en quelque sorte le moteur. Alors, il y a ça, mais il y a surtout que leur composition fait que, encore une fois, il y a de la combustion et il y a toujours une petite partie de l'huile qui est brûlée. Et c'est cette petite partie d'huile qui est brûlée qui peut venir colmater et polluer du coup Parce que fluide, ça veut dire qu'il y a quand même un risque, peut-être avec Mathieu, qu'elle chauffe plus vite.
Je ne sais pas, hein, je ne suis pas un technicien. Non, Alors il n'y a parce pas ce qu'on- risque-là. On fait des huiles qui sont de plus en plus résistantes. Après, Ouais. le fait d'avoir un grade 0 à froid, après, enfin, plus le grade est bas, plus on a un risque de rupture du film d'huile. Voilà, surtout. c'est ça. Mais aujourd'hui, on arrive à faire des huiles qui résistent extrêmement bien jusqu'à 40-50 000 km. Pascal Sigrist, donc l'expert technique, quand on fait une vidange aujourd'hui, si le client dit « moi, j'ai pas beaucoup de sous, je peux pas prendre une 100% synthèse, je peux pas prendre l'huile préconisée par le constructeur », que doit répondre le réparateur? Il ne doit pas faire la vidange. Il ne doit pas faire la vidange. C'est clair et net. Il ne doit pas faire la vidange. L'huile préconisée, elle n'est pas préconisée pour rien. Elle est préconisée pour des problèmes de pollution, comme ils l'ont expliqué. Elle est préconisée pour des problèmes de lubrification également convenables du moteur. Les grades qui sont préconisés sont là pour permettre la lubrification dès les premiers tours du moteur à lancement du démarreur. C'est pour ça aussi qu'on a des huiles qui sont de plus en plus basses en grade et très très fluides. C'est parce qu'on arrive à gagner jusqu'à 30 secondes, 40 secondes sur la lubrification du moteur au moment où on démarre le moteur. Donc ça y va aussi de la vie du moteur. Un professionnel doit absolument respecter l'huile qui est préconisée par le constructeur. À partir du moment où il accepte de faire une vidange sans respecter les préconisations, il ne respecte pas son devoir de conseil, tout simplement. Et les huiles aujourd'hui sont toutes 100% synthétiques, j'imagine, pour à respecter. Non, je ne suis pas sûr de ce que je dis. En VL, beaucoup quand En même. VL, beaucoup. En PL, moins. On a encore quelques grades. Et c'est sûr que la tendance va vers des huiles 100% synthèse, c'est sûr. Un grade 0 ne peut pas être obtenu en grade minéral mécaniquement. Donc c'est effectivement la tendance du marché et on a très peu d'huile minérale. Il y a forcément une hausse des prix des vidanges avec ce type de lubrifiant. Hein. C'est ça, Mathieu, Forcément, les lubrifiants 100% synthèse coûtent toujours un peu plus cher. Même si aujourd'hui, on a des nouvelles technologies avec de l'huile de base régénérée. Donc là, on ne peut plus claimer le 100% synthèse, mais on arrive quand même à avoir les normes. D'accord. Ah oui, on met de plus en plus de bases régénérées dans la fabrication des lubrifiants. Ça permet de faire quelque chose de l'huile de vidange. Ok, ouais, c'est ça. Ça, c'est une grosse évolution pour les fabricants de lubrifiants. Maintenant qu'on a bien traité ce problème des huiles et de la partie prévention qui est due au rôle des huiles, on va revenir sur peut-être les produits chimiques et après on repassera aux machines. Qui veut prendre la parole là-dessus? Peut-être Nicolas Lost. Pour détailler un petit peu, hein, les produits chimiques, c'est tous les additifs que vous proposez et ils ont des rôles assez spécifiques. Alors oui, différents additifs, deux types d'additifs, les additifs réservoirs, donc on va venir rajouter dans le carburant directement dans le réservoir, et on a aussi une partie traitement additif avec la machine, nous. Donc on fait et la partie hydrogène et la partie additif par la machine. Donc après les additifs, on a des additifs très généralistes, comme notre best-seller, le décrassant 5 en 1, qui est vraiment un produit et préventif et curatif selon les formats, et qu'on va venir utiliser tous les 5000 km en préventif dans le réservoir, par exemple. Mais alors attendez, parce que ce qu'on a dit sur le rôle des lubrifiants, c'est-à-dire on a des lubrifiants hyper performants aujourd'hui dans les véhicules récents, ça sert à rien de mettre un additif. Le lubrifiant hyper performant évite les problèmes qu'on avait avec les anciennes générations d'huile, mais toute la partie combustion génère aussi de l'encrassement, et tous les systèmes de dépollution qui sont montés sur le moteur créent de l'encrassement à certains endroits, parce qu'en fait, tout simplement, tout ce qu'on ne rejette pas à l'échappement, on vient le stocker dans le moteur. Et c'est tout ça qui nous crée les problèmes d'encrassement, clairement. Pour quelqu'un qui a un véhicule avec un lubrifiant d'origine en grade faible, c'est-à-dire un 0W20, 0W30, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Est-ce qu'on peut lui conseiller de mettre un additif avant une vidange? Alors, sur la partie huile ou sur la partie carburant? Les deux, mon général. Sur la partie huile, oui, on peut venir, par exemple, mettre un pré-vidange. Ça fait quoi un pré-vidange? Un pré-vidange, c'est on va venir le mettre dans le moteur et laisser tourner le moteur un certain temps. Et le but, c'est de venir nettoyer le maximum de parties du moteur, tout justement les suies accumulées, etc., qui ont pu rester accumulées. On va venir les liquéfier, casser les molécules et venir libérer tout ça dans le moteur. Comment est-ce qu'on peut évaluer s'il y a besoin d'un lubrifiant, d'un additif pré-vidange? Un pré-vidange, il est préconisé, nous on le préconise à chaque vidange, du moment où il a été fait depuis les premières vidanges. Il n'y a aucun risque à l'utilisation d'un pré-vidange et au contraire, ça peut faire que du bien. D'accord. Et pour le carburant alors? Et pour le carburant, donc c'est là que j'en étais, on a plusieurs types d'additifs, donc des très généralistes et des très spécifiques en fonction du type de client et du type de problème qu'il va y avoir sur le véhicule. On peut avoir des nettoyants turbo, des nettoyants filtres à particules et les décrassants généralistes pour venir tout traiter quand on ne sait pas trop ce qui se passe. On va venir faire un traitement très global. Mathieu Rézé, chez Motul, vous avez toute la gamme.
hein, voilà. Vous avez valve et injecteur cleaner, le système Kipling dédié au système d'injection, nettoyant FAP, nettoyant catalyseur. Alors, Donc, toute la gamme par rapport à Bardal, non. Mais effectivement, nous, l'avantage, c'est qu'on a le côté lubrifiant et le côté additif. Donc, vous en avez moins que chez Bardal? Oui, on en a moins que chez Bardal. Ouais, aussi, oui. Mais Bardal reste le spécialiste dans les additifs, hein. Mais oui, effectivement, on a les additifs préventifs ou les additifs curatifs. On a également un tout en un et l'additif pré-vidange qu'on préconise nous aussi à chaque vidange. Est-ce que les véhicules, enfin l'âge des véhicules joue un rôle dans la préconisation par le réparateur? C'est-à-dire un véhicule récent, on va peut-être lui préconiser un pré-vidange simple, et un véhicule plus ancien, on va aller chercher d'autres produits plus spécialisés? Enfin, ça dépend ce qu'on appelle ancien ou récent, mais après, les Allez, véhicules qu'on voit. moins de 12 ans, plus de 12 ans. Allez, on va Ouais, faire. moins de 12 ans, plus de 12 ans, même plus de 12 ans, on avait des véhicules qui étaient déjà équipés de filtres à particules et de vannes EGR, donc on est grosso modo sur les mêmes traitements. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Mais enfin, le vrai intérêt de l'additif préventif, c'est le client qui roule peu, qui fait beaucoup de villes, etc. On va clairement lui spécifier de mettre un additif réservoir tous les 5000 km, comme je disais tout à l'heure. En fonction de l'usage. En fonction de l'usage, c'est vraiment adapté ça à l'usage. Très bien. Jérôme Loubert. Il y a aussi donc la machine de traitement à l'hydrogène. Alors racontez-nous un peu quelle est la différence et la valeur ajoutée par rapport aux produits chimiques. L'hydrogène est un traitement qui est différent, complémentaire de la partie chimique, mais c'est une approche un peu plus globale du traitement. Nettoyage partout où vont passer les gaz d'échappement. Donc partout où il y a eu, après combustion, contact avec les gaz, on va avoir un effet nettoyant, c'est-à-dire évidemment la partie chambre de combustion, la partie recyclage des gaz, vanne EGR, etc., turbo, et puis également filtre à particules. Donc là, on décalamine, hein, c'est ça? On décalamine, c'est le terme un peu barbare qui va être utilisé. C'est ce qu'on dit, voilà. oui, depuis très longtemps, mais c'est peut-être pas le tout à terme fait. qui est utilisé. Voilà, c'est de la dépollution moteur par injection d'hydrogène. Et donc, on vient traiter l'ensemble des parties chaudes. Et pourquoi complémentaire? Puisque, évidemment, on ne fait pas de magie sur les parties froides où on a l'admission d'air ou le circuit d'injection. L'hydrogène n'a pas d'efficacité puisqu'elle n'a pas de présence. Et donc là, il y a un complément avec du chimique, soit avec des solutions qu'on propose, soit avec des solutions de nos amis de chez Bardal, par exemple. Donc le traitement est en revanche écologique et se génère lui-même à partir d'une petite bouteille d'eau. Hein. C'est de l'eau déminéralisée qui passe dans un générateur hydrogène. Donc il n'y a pas de consommable sur la machine, à part l'eau déminéralisée et l'électricité pour faire tourner la machine. Donc c'est l'intérêt extrêmement important pour un atelier, c'est d'être totalement autonome pour produire son nettoyant. Il a sa machine et ça va être des traitements qui vont être en temps masqué généralement. Alors le curatif, c'est différent, ça va nécessiter un peu plus d'opération. Mais sur un traitement préventif, on branche la machine, ça prend 2 minutes. C'est un robot, elle va tourner toute seule pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, elle va s'arrêter, elle va appeler l'intervenant pour pouvoir opérer un roulage, que ce soit chimique ou que ce soit hydrogène. Il y a de toute façon toujours besoin d'un roulage à l'issue du nettoyage pour faire recirculer les gaz d'échappement, mettre le moteur en charge et derrière appliquer le rapport qui va permettre au client d'avoir un rapport avant traitement et un rapport après traitement qu'on va pouvoir remettre au client pour qu'il ait des éléments de comparaison. Objectif de Voilà. comparaison. Et puis on parlait tout à l'heure du préventif. Ce qui est très important dans le préventif, c'est de pouvoir aussi adapter par rapport à l'utilisation du véhicule. Ce que disait Nicolas, c'est si on a quelqu'un qui fait que de la ville, on va lui préconiser des traitements peut-être différents de quelqu'un qui fait que de l'autoroute. Et on va avoir une récurrence dans ce traitement pour éviter la panne. Donc on va avoir généralement une préconisation autour de 15 000 km, donc autour des vidanges, ou 30 000 km si on est en long life, pour avoir un traitement régulier qui va permettre d'optimiser la consommation du véhicule, donc revenir à la consommation d'origine, éviter des émolitions polluantes trop importantes et éviter des casses de pièces onéreuses, filtres à particules, turbo, etc., qui peuvent évidemment générer des frais extrêmement importants. Un mot de Pascal Sigris, donc l'expert. Que pense l'expert des moyens de traitement qui sont développés là? Donc on a les produits chimiques, on a l'injection d'hydrogène, j'ai oublié, il y a le rôle des clés des lubrifiants qui est en préventif effectivement. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à un réparateur en termes de démarche technico-commerciale? C'est entre la technique et le commerce. Tout simplement d'adapter son offre par rapport au client.
Effectivement, comme le disait à l'instant Jérôme, on ne va pas adapter et on ne va pas préconiser le même traitement sur un véhicule qui fait que du périurbain et sur un véhicule qui fait que du long trajet, de l'autoroute, etc. Il faut tout simplement adapter ces préconisations de traitement, que ce soit par l'hydrogène ou que ce soit des traitements chimiques. Il faut adapter vis-à-vis du client, vis-à-vis de l'utilisation. Chaque client a une utilisation particulière. Alors même s'il y a des grands groupes qui vont se faire, il faut adapter tout simplement les propositions de traitement et voilà, tout simplement. Un véhicule recalé au contrôle technique pour pollution, c'est rare. Hein. Il n'y a pas beaucoup de. Je crois que le taux de contre-visite est assez. Ça doit être 5% des véhicules, hein, quelque chose comme ça. C'est pas la première cause en tout cas. Ouais, c'est pas la première cause, mais Ouais. on l'a vu tout à l'heure. On sait aussi pourquoi c'est pas la première cause. Ouais. Hein, c'est tout simplement aussi parce qu'on va peut-être pas chercher les bons polluants et correctement. C'est ça. Hein, pour l'instant, on n'est pas dans le, on n'est pas dans les. On n'est pas sévère en France on sur n'est le pas dans contrôle la technique. sévérité que souhaite la Commission européenne et que doit nous faire passer la Commission Ouais, européenne. ouais. Effectivement. Pour autant, alors comment on peut transformer ça en argument pour le consommateur? Parce que c'est pas facile du coup. On peut pas s'appuyer sur un contrôle technique sévère. Ça viendra sûrement. C'est quoi? C'est l'argument de la plus faible consommation probablement? Les économies de carburant? C'est l'argument de l'économie sur la réparation. Et sur la réparation. Quand Eh oui, l'encrassement bien sûr. va arriver, c'est clairement ça. Hein. L'argument, il est vraiment là. Faire du préventif sur un traitement, enfin par un traitement, c'est s'économiser des sommes importantes de réparation. Une vanne EGR refroidie, aujourd'hui, ça coûte très cher. Quand une vanne EGR n'est plus du tout fonctionnelle parce qu'elle a été extrêmement encrassée, Ouais. ça coûte très très cher. Une vanne Et le EGR fait d'avoir fait ouais. pendant 50 000 km avant du préventif par des traitements va éviter ce type de dépenses. C'est clair. Une vanne EGR simple, même pas refroidie, sur un Scénic diesel d'il y a 15 ans, ça coûte déjà avec la main-d'œuvre quoi, quelque chose comme 700, 800 euros, non? Ah bah oui, c'est au-delà de 500 euros, c'est sûr, c'est sûr. Oui. C'est au moins 500 euros. Ah oui, voilà. bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est effectivement d'éviter ça aux clients. Hein. Clairement. Nicolas Lost. Oui, c'est exactement ça. Hein. Je rejoins Pascal là-dessus. Le but, c'est nous, on met en avant éviter de remplacer les pièces coûteuses, en fait. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. C'est venir prévenir tout ça, que ce soit en préventif ou en curatif d'ailleurs, hein, parce que même en curatif, on arrive à traiter certaines zones où justement on évite de remplacer des pièces. Nous, on a un traitement, que ce soit collecteur d'admission, par exemple sur tous les moteurs injection directe essence, où on a beaucoup d'encrassement soupape. Et tous les problèmes qu'on peut connaître de préallumage, rumble, etc., qu'on arrive à traiter avec ce traitement-là, ou même la partie filtre à particules, où on vient injecter directement à travers le filtre à particules, et là on sauve des pièces qui peuvent coûter client de 500 à 1500 euros. Quoi. Les FAP, souvent aussi, c'est pareil. Le cendrier, on est obligé de le. Enfin, on le change parfois alors que c'est pas la cause. Évidemment, c'est jamais la cause. Le FAP, c'est pas une cause. Voilà. C'est la conséquence d'un problème. C'est la conséquence d'un FAP. encrassement. Voilà. Voilà, très clair. Ouais. Avec les machines à hydrogène, on peut nettoyer un FAP aussi. Oui, tout à fait. Je vous fais répéter hein, parce que c'est important. Il y a des procédures spécifiques, c'est-à-dire qu'on a une approche globale, je disais tout à l'heure, pour le nettoyage. Mais derrière, on a également des procédures spécifiques qui permettent de faire un traitement plus orienté sur la vanne EGR, plus orienté sur le turbo, plus orienté sur le FAP. Nos machines, d'ailleurs, ont une capacité à venir mettre en mouvement un certain nombre de pièces, vanne EGR, turbo, Ah, d'accord. pour optimiser le nettoyage. Et le FAP se nettoie sous hydrogène avec régénération du filtre à particules. Et puis quand c'est pas possible avec une régénération, qu'on est on est allé trop loin dans l'encrassement, on a une solution alternative qui est le démontage de ce FAP et le passage dans une machine qui s'appelle la Carbon FAP, qui est une machine dédiée au lavage de FAP, qui là nous permet, sauf FAP cassé, d'aller chercher 100% de nettoyage et de résultats sur les FAP. Mais alors ça, c'est pas à la portée de... Enfin, je veux dire, c'est peut-être trop coûteux d'investir dans une Carbon FAP quand on est réparateur. C'est plus pour des ateliers vraiment spécialisés sur ce genre de choses. Au vu des... Alors, c'est différent en effet comme commercialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les machines Carbon FAP sont plus dédiées à ce qu'un atelier rayonne sur une dizaine d'ateliers autour, récupère les FAP des autres et sous-traite. Mais ce sont des prestations qui sont sous-traitées entre 150 et 200 euros hors taxe. C'est pour les ateliers des distributeurs, notamment. Non, on travaille beaucoup avec des ateliers indépendants. Ah ouais. Et derrière, on les aide à mettre en place leur réseau. Et des ateliers aujourd'hui font à peu près, quand ils sont tout seuls, 3-4 FAP chacun. S'ils ont 5-10 ateliers autour, ils vont vite faire entre 30, 40, 50 FAP par mois. Là, ça devient extrêmement rentable pour l'atelier, mais c'est surtout extrêmement rentable pour les gens qui font traiter leur FAP, puisque vous avez des FAP qui montent à 2000, 2500 euros le FAP. Et là, le nettoyage leur coûte entre 2 et 400 euros. Donc c'est entre 2 et 400 euros, voilà, c'est ça. Un gros gain. Ça se développe beaucoup, ça, sur le marché français,
Oui, nous aujourd'hui, le c'est nettoyage de FAP. notre Ouais. meilleure vente, c'est actuellement sur l'exercice 24 et 25, ce sont les machines de FAP. Ah, d'accord, ok. On voit bien, C'est une méthode qui est très facile à appréhender pour le mécanicien qui a l'habitude de faire de la mécanique, de démonter les pièces, de les remonter. Et là, en intermédiaire, plutôt que de changer cette pièce, il va tout simplement la nettoyer. Ça va également avec l'air du temps, pièce de réemploi, où on va venir récupérer, encore une fois, 100% des FAP, sauf quand ils sont colmatés un peu trop violemment avec des huiles, où les gens sont allés trop loin dans l'utilisation des huiles, et où là c'est beaucoup plus compliqué. Mais même ça, on a des trempages, des phases de trempage de ce FAP qui va permettre de le nettoyer à 100%. Léa Morien, un ajout? Oui, juste sur l'aspect technico-commercial, sur la partie économie réelle. Je reviens juste sur mon métier sur les lubrifiants. Aujourd'hui, l'argument massue, en tout cas que nous on met en avant, c'est les économies de carburant. Ouais. Ça a d'autant plus de poids avec le carburant qui a quand même beaucoup augmenté. Et aujourd'hui, nous, on a des produits où on est capable d'alléguer qu'on fait économiser 2 litres de carburant par plein. Ça commence à peser un petit peu sur le long terme aussi sur la partie économique. Et il y a un vrai gain en termes de consommation et donc de coût du plein, quoi. On termine ensemble sur ce que vous présentez sur vos stands, l'innovation, si vous deviez résumer, à au moins une chose à venir voir sur votre stand. Allez, Nicolas Lost. Une seule, ça va être dur, mais notre machine dépollution, donc comme on disait, qui est combinée hydrogène et chimie, donc pour traiter, je rappelle, les parties froides et chaudes du moteur, et directement le filtre à particules via un traitement chimique, nous aussi FAP monté ce coup-ci. Et vous en parlerez demain, je crois, mais nous, toute la partie vidange de boîte auto chez nous aussi. Absolument. Avec une toute nouvelle machine, la seule du marché à faire de l'analyse d'huile, etc. Enfin, on n'est pas dans le sujet du jour, mais c'est à venir voir sur le stand absolument. Oui. Ok, et vous êtes en allée? Allez. Ah mince, F. vous êtes F, dans le pavillon 1, on est d'accord. Ça, juste à côté de Kenol. Juste à côté de Kenol. Chez vous, Léa Morien, qu'est-ce qu'on va voir sur votre stand? Alors nous, c'est pas lié là à la dépollution, mais c'est notre barista. Donc en fait, c'est une machine c'est le bar à huile. Exactement, bar à huile automatisé. L'idée, on avait pensé avoir une machine à café pour les huiles. Donc le principe est assez simple. Le réparateur, alors déjà s'identifie pour qu'on sache quel est le mécanicien qui touche à un véhicule. Il tape la plaque d'immatriculation du véhicule. La machine lui indique, vous avez une Renault Capture, c'est 3,5 litres de 530 C4. La machine délivre 3,5 litres et on ressort 2 étiquettes. Une étiquette vidange à coller sur le carter et une étiquette avec l'ordre de réparation, à coller sur l'ordre de réparation avec le nom du mécanicien, etc. Et derrière, il y a des fûts, évidemment. Il y a des fûts, il y a des bibs, donc des bag-in-box de 20 litres. Et ça permet d'avoir une gestion du stock, parce qu'aujourd'hui, la gestion des stocks d'huile dans les ateliers, c'est quand même un petit peu archaïque. Donc là, la machine dit en temps réel quel est le stock. Il n'y a plus de pertes, plus de vols. Et on gagne aussi en productivité, parce qu'on n'a plus besoin de faire des allers-retours pour connaître l'affectation. Et évidemment, il n'y a plus de risque sur l'après-co-constructeur, parce que c'est nous qui fournissons la data. Et donc, on en est aussi responsable. Chez Motul, Mathieu Rézé, qu'est-ce qu'on va trouver cette année? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver en innovation importante, effectivement? Alors, on n'a pas forcément de l'innovation là sur le stand, surtout que là, on revient à cette année. On revient à Equipoto, on ne le faisait pas avant, donc là, on revient depuis des années. Alors, pareil, on a une machine pour vidanger les boîtes auto, on a un purgeur de frein et on a toute notre gamme de lubrifiants et d'additifs qu'on expose là sur notre stand. Ok, super. Et chez FlexFuel Énergie Développement? Évidemment, c'est le sujet du jour, la gamme des pollutions moteurs, hydrogène et la carbone FAP. La carbone FAP dans son concept le plus élargi avec l'option qu'on appelle 100% FAP, où on garantit aux ateliers de la réussite sur 100% des FAP si tant est qu'ils ne soient pas cassés. Et qu'on a également donc, ce service de collecte de FAP chez eux, où on va les traiter chez nous s'ils ont une difficulté à le faire, que ce soit technique, en termes de raccord ou en termes de méthode. Donc voilà, ça c'est notre offre 100% FAP avec un diagnostic dédié pour le FAP, avec une caméra endoscopique pour pouvoir faire un diagnostic visuel avant et après. Donc c'est la version la plus aboutie de cette démonstration sur le stand? Démonstration avec la caméra endoscopique, un FAP qui est là, voilà. Et puis pour le coup d'œil, vous pouvez passer voir notre petite PGO qui est la petite voiture du petit constructeur artisanal français qui équipe ses véhicules d'origine constructeur avec nos boîtiers éthanol. Donc c'est assez sympa. Pavillon 1 aussi? Pavillon 1, allez E, sur l'espace Univers VO. Motul, pavillon 1. Allez D, oui. Allez D, ok. Le reste, on a dit. Et puis Pascal Sigris, c'est le stand Mobiliance qui est également dans le pavillon 1?
On n'est pas sûr. Ouais, bon, cherchez. Voilà, comme ça au moins on vous dira pas tout. Merci beaucoup. Applaudissements pour nos intervenants quand même. Merci, Daniel. Ça permet de vous échauffer. Merci pour ce sujet passionnant d'avoir échangé ensemble et excellent salon Équipe Auto à tous. On se retrouve dans 15 minutes pour une nouvelle conférence.